merci pour votre présence. On va commencer. On va essayer de vous accompagner pendant ces 45 minutes sur un vaste sujet, à savoir le combo senior et boîte tech. Vous voyez qu'on fait ça le comble, c'est un sujet qui semble passionner énormément de personnes. J'imagine que si on fait ce même sujet dans 3, 4 ans, on ne sera pas dans la même situation parce que eh bien, les chiffres démographiques jouent un peu en la faveur d'Emmanuel et moi-même. Et puis on va commencer par ce sujet. Je vais laisser Emmanuel se présenter. Par la suite, je me présenterai. Et puis ensuite, on va vous accompagner sur les démarches qu'on mène sur ce sujet. Merci Houssine, je suis Emmanuel Grimaud. J'ai fondé une société qui s'appelle Maximis il y a une vingtaine d'années, initialement autour du sujet des retraites et en fait très rapidement sur le sujet de l'emploi des seniors et qui est un sujet que je porte depuis quelques années. J'ai écrit un livre l'année dernière sur le sujet et Houssine va également vous détailler ce qu'on fait sur le sujet des seniors dans la tech. Merci Emmanuel. Donc Houssine, donc moi je suis aujourd'hui avec vous avec une double casquette. La première c'est member board French Tech Grand Paris. Où on mène ce sujet avec différentes initiatives qu'on va vous présenter. Et je suis aussi le CEO et fondateur d'une structure qui s'appelle Winside, qui a été créée donc en 2018 et qui a pour objectif d'accompagner les personnes en seconde partie de carrière. Vous verrez qu'Emmanuel et moi, on est très assidus sur ce sujet. On ne dit pas, on essaye d'éviter le mot senior, qui est très péjoratif. On s'adresse, nous, à des personnes qui ont plus de 50 ans. La moyenne d'âge de nos apprenants, je dis apprenants parce que Winside, c'est une école de formation qui se dédie à ces personnes en seconde partie de carrière. Et on les accompagne à designer un nouveau projet professionnel en capitalisant sur leur expertise métier. Mais on reviendra sur le sujet un peu plus tard. Et je vous propose de commencer avec les premières slides. En fait, ce qu'on va être amené à vous présenter, c'est vous faire rentrer dans notre univers, à savoir ce qu'on mène avec la French Tech, d'un côté, la French Tech Grand Paris, et ce qu'on mène aussi de par nos structures, et aller au-delà de ça, c'est-à-dire aussi vous présenter les différentes initiatives que nous pouvons rencontrer, que vous pouvez utiliser vous-même à titre personnel au sein de vos entreprises pour augmenter la mixité générationnelle dans vos structures. Quelques pensives avant de commencer. La tech pense vite, mais la tech pense vite, oui, mais est-ce qu'elle pense vite avec multitude de personnes avec des âges différenciants? Ce n'est pas toujours le cas, vous le verrez par l'étude qu'on va vous présenter. Le vieillissement de la population active touche aussi la tech. Vous verrez qu'on a certains chiffres à vous avancer qui vont vous montrer qu'il y a quelques billets préambules qu'on pourrait déjà écarter. Et puis une question... vous savez que les boîtes tech ont vocation à avoir une croissance assez accélérée avec des profils plutôt juniors. La question qu'on peut se poser, les profils juniors, vous l'avez été, vous l'êtes encore aujourd'hui pour certains, vous avez envie de construire votre carrière professionnelle dans différents sites, différentes entreprises. Est-ce qu'avoir une boîte qui a une croissance exponentielle sur ces 18 mois avec des profils volatiles, c'est ce qu'il y a de mieux à avoir? Je pense que la réponse, tout à chacun, nous l'avons. L'objectif de cette slide, c'est de vous présenter que les travaux que nous avons menés avec French Tech Grand Paris sont issus de profils très diversifiés. Vous voyez que sur votre gauche, par exemple, vous avez des consultants sur le sujet, des consultants RH, des consultants spécialisés sur certaines thématiques en lien avec la seniorité, comme Emmanuel sur le sujet de la retraite. Vous voyez aussi qu'il y a des investisseurs. Si vous êtes au fait de l'univers de la tech, vous savez que la terminologie de VC est super importante lorsque vous voulez passer en accélération sur vos sujets. Vous avez au centre les membres de la French Tech Grand Paris. Vous avez aussi des entreprises tech et vous avez des sujets de formation parce qu'il faut accompagner ces personnes. C'est un des leviers d'intégration. Il faut accompagner ces personnes sur la partie hard skills et soft skills pour pouvoir les intégrer au sein des entreprises tech. Les freins que nous avons identifiés au début de notre étude, ils étaient surtout, on a identifié des freins que je vais vous présenter et des solutions. Quelques chiffres.
C'est assez dramatique. On a mené une étude, nous, avec French Tech Grand Paris, sur l'ensemble des entreprises, à savoir qui gravitent autour des 8000 entreprises. Et les deux chiffres qui sont importants à retenir, c'est qu'aujourd'hui, au sein des entreprises que nous avons interviewées, seulement 7,7% des collaborateurs ont plus de 45 ans et seulement 2,4% ont plus de 55 ans. Et en général, sur ces plus de 55 ans, peut-être qu'Emmanuel, tu veux compléter sur le sujet. En général, c'est souvent les fondateurs, le COMEX, ce genre de personnes que vous retrouvez avec un âge de plus de 55 ans. Donc, et il y a également un lien très fort entre l'âge du COMEX et le pourcentage de seniors de plus de 50 ans qu'on va retrouver dans l'entreprise. Effectivement, c'est un critère très, très lié. Les freins, ils sont des deux côtés. Ils sont à la fois du côté plus de 50 ans, mais ils sont aussi du côté entreprise. Sur les plus de 50 ans, c'est déjà une méconnaissance des métiers. C'est vrai que lorsque vous échangez, par exemple, avec des structures qui s'inscrivent un peu dans la Startup Nation, vous avez des appellations de métiers qui ne sont pas encore connues et maîtrisées d'un public de plus de 50 ans. Ça, c'est déjà le premier frein. Le second, c'est la discrimination liée à l'âge. Lorsque vous vous baladez dans des structures, je ne sais pas, la plus connue, allez, Station F ou alors des incubateurs, quels qu'ils soient, vous verrez que la mixité générationnelle est peu présente. Donc il y a déjà des billets sur ce sujet où on trouve très peu de personnes de plus de 50 ans. Et lorsqu'on les sollicite, c'est soit par le biais du mentorat, soit par le biais de l'investissement. C'est souvent pour des sujets de façon ponctuelle, avec un degré d'importance assez différent, mais de façon ponctuelle. Ça ne s'inscrit pas en fait dans la politique RH de l'entreprise. Et puis, vous avez aussi un problème pour ces personnes, c'est qu'elles ont la volonté de vouloir s'adapter à l'univers tech, mais elles ont une faible visibilité des outils qui leur sont proposés pour monter en compétence sur des sujets tech, soft skills, hard skills, etc. Donc ça, de par notre étude, c'est les trois freins que nous avons identifiés, parce que nous avons interrogé des entreprises tech, mais aussi des personnes en seconde partie de carrière pour comprendre quel était leur regard et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont du mal à s'intégrer dans ce type de structure. Maintenant, passons du côté entreprise. Le premier biais qui ressort lorsque vous posez la question de pourquoi vous n'avez pas plus de 50 ans dans votre structure, c'est un coût élevé. Tout de suite, c'est ce qui vient en premier. On vous dit, moi j'aimerais bien, mais ça coûte cher. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, vous avez une faible capacité d'adaptation. Vous savez, pour certains d'entre vous, qu'il y a un wording, il y a une posture, il y a des méthodologies, il y a du sprint, il y a du scrum, il y a plein d'anglicismes. Ça, pour l'entreprise, c'est un frein pour quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et puis, c'est lié à une difficulté d'intégration avec des profils qui pourraient avoir moins de 50 ans et donc des problèmes liés à la mixité générationnelle. Voilà les trois freins qu'on peut trouver du côté senior et les trois freins que nous pouvons trouver du côté entreprise tech. Les irritants, pour synthétiser, c'est des préjugés bien ancrés des deux côtés. J'ai affaire à des jeunes qui cavalent avec un Mac. De l'autre côté, j'ai peut-être affaire à une personne qui va avoir du mal à comprendre mon wording. Donc, c'est vraiment des préjugés qui sont bien ancrés. Un manque de soutien financier. Et ça, c'est valable dans les deux parties. Parce que si vous voulez onboarder une personne de plus de 50 ans, lorsque vous échangez avec les services RH, ils ne sont pas au fait des outils qui sont proposés aujourd'hui pour pouvoir les intégrer en toute souplesse et en toute sécurité pour les deux parties. Vous avez aussi un manque de compétences métiers, et là ça vient davantage parler aux entreprises. Souvent, les entreprises ont besoin d'expertise pour réinventer le monde de demain. C'est marrant parce que ces structures qui sont ici présentes et derrière nous sont vocation à réinventer le monde de demain, mais avec des profils d'une trentaine d'années qui n'ont pas forcément toujours une expertise métier, une expertise terrain validée pour asseoir la proposition de valeur de ces structures. Les trois propositions que nous avons faites et que nous menons, parce que cette initiative date de 2 ans, c'est de renforcer l'immersion au sein des entreprises, c'est-à-dire de décloisonner ces deux univers. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler des plus de 50 ans, de l'autre, des entreprises tech. Et vous verrez qu'il y a des solutions étatiques, des solutions qui sont calibrées par des contrats. Je pense notamment à France Travail et à la PMSMP. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez.
Il y a aussi le fait d'accentuer les aides financières et les contrats adaptés, parce que pour l'entreprise, le message qu'elle renvoie, c'est « je veux bien jouer le jeu, mais ça coûte cher ». Et bien donc, il y a aussi un travail à faire auprès du législateur afin qu'il puisse accompagner en toute souplesse ces personnes de plus de 50 ans. Et puis, il y a la mise en place de formations adaptées pour les plus de 50 ans et le reverse mentoring. Et là, je serai tout à fait à l'aise pour vous accompagner, parce que moi, je suis au cœur de la machine sur ce sujet. L'évangélisation, excuse-moi Emmanuel, mauvaise introduction. Pour faire tout ça, d'accord, il y a de la volonté. Vous avez vu que la task force, elle est constituée de profils différents, des VC, des entreprises tech. Mais pour faire tout ça, il faut évangéliser un maximum d'entreprises. Et pour ce faire, on se base donc sur la French Tech Grand Paris et aussi le Club Landois. La mission de la French Tech Grand Paris, c'est d'intégrer des plus de 50 ans au sein des entreprises tech, et on va vous donner quelques exemples. Et des exemples avec des entreprises que vous connaissez toutes et tous, de renom, du Malte, du Brevo, du OnePoint, qui jouent le jeu, et on va vous expliquer comment elles jouent le jeu. Le Club Landois, c'est peut-être un peu plus méconnu pour vous, c'est une initiative portée par l'entreprise Bayard, soutenue par de grosses structures type L'Oréal, qui d'autre, AXA, je crois, La Poste. Eux, ils ne sont pas sur le même sujet. Eux, ce sont des entreprises qui ont des plus de 50 ans. Et leur question, c'est comment je fais pour maintenir mes plus de 50 ans et comment je fais pour les accompagner jusqu'à l'âge de la retraite. Est-ce que je dois redessiner un projet professionnel au sein de ma structure ou est-ce que je dois les accompagner pour sortir en toute sécurité ? Vous voyez que ce travail d'évangélisation, il se fait sur deux sujets. Des entreprises qui souhaitent conserver leurs plus de 50 et des entreprises, à l'inverse, qui cherchent à intégrer des plus de 50 pour gagner en expertise métier. Merci Houssine. On l'a déjà un petit peu évoqué. L'un des sujets principaux lorsqu'on parle de plus de 50 ans en entreprise, que ce soit dans la tech ou dans des entreprises plus traditionnelles, on revient à beaucoup de préjugés. Quand vous discutez, quand vous analysez, quand vous creusez avec toutes les personnes qui travaillent autour du sujet des plus de 50 dans l'entreprise, on en arrive à la conclusion que les résultats, les comportements des entreprises sont complètement absurdes et que vraiment les préjugés sont au cœur du sujet. Alors, premier préjugé, on en a évoqué un petit peu avec Houssine, il y a ce que donnent les études, ce que donnent les questionnaires, et puis ensuite on est allé un petit peu plus loin. On a fait des sondages qualitatifs, pas des sondages, des interviews qualitatifs, et on est descendu dans le détail avec les entreprises en leur demandant mais pourquoi. Et l'un des sujets qui ressort, effectivement, c'est, et qui est probablement un des plus critiques, c'est la peur de jeunes managers, de junior managers de 30 ans, 35 ans, d'avoir à gérer des personnes de 50, 55 ans et 60 ans. Et ça, c'est pas la première chose qu'on dit, ah ben non, ils sont trop chers. Non, dans les choses qui reviennent vraiment, c'est cette difficulté à gérer. Ensuite, il y a évidemment plein de préjugés, comme on a dit, les seniors, ils ne sont pas adaptés, ils ne comprennent rien, ils sont moins rapides, ils coûtent cher. Chez les plus de 50, va y avoir effectivement, oui, mais les jeunes, ils sont moins fiables, ils sont moins engagés, etc. On ne va pas rentrer dans le débat. La première chose qui est sûre, c'est que la différence, elle est gagnante. La différence, que ce soit dans les entreprises, et il y a des études dans le monde entier qui montrent ça, que ce soit sur le travail homme-femme, que ce soit sur les différences culturelles, et de la même manière, quand on mélange des équipes mixtes, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, si vous prenez une grande partie des superstars du management dans le monde, dans les 20 ou 30 dernières années, une grande majorité vous diront qu'ils ont réussi à aller aussi vite et aussi bien et aussi fort parce qu'ils avaient un mentor qui, quand ils avaient justement 30 ans, leur a donné les clés. Alors oui, c'est vrai, ils sont allés au-delà des capacités de leur mentor, mais il y a vraiment quelque chose à apprendre. Les personnes expérimentées ont traversé des périodes difficiles, ont traversé des crises très graves. Ils ont ce recul, ils ont cette expérience, ils ont cette vision des process. Alors certes, ils
qu'ils n'ont peut-être pas l'enthousiasme, voire la naïveté, voire le petit grain de folie que va avoir un jeune ingénieur qui monte une boîte d'intelligence artificielle. Mais la meilleure solution, c'est évidemment de mixer les deux expertises. Alors ensuite, on entend beaucoup « Ah oui, mais de toute façon, les vieux, ils ne comprennent rien à la tech ». Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si vous suivez un petit peu les aventures de la tech et des marchés financiers, quelles sont les deux boîtes qui ont fait parler d'elles dans les 2 dernières semaines? Alors, la première dans les derniers mois. La première, c'est Nvidia. Nvidia, c'est une success story absolument incroyable. Le cours de bourse, ça fait x10, le chiffre d'affaires, je ne sais pas combien. Quel âge a le patron d'Nvidia et le fondateur d'Nvidia? Il a 60 ans. D'accord. La semaine dernière, c'était Oracle qui a gagné je ne sais combien, plus 35% en une séance de bourse. On s'est rendu compte que Oracle, la vieille Oracle des bases de données, était un acteur majeur et incontournable dans le cloud. Larry Ellison, alors certes, c'est plus le patron opérationnel aujourd'hui, mais croyez-moi, il est encore bien présent. Il a 81 ans. Plus près de nous en France, on parlait de Station F. Vous allez voir tous les petits jeunes de 25 ans à Station F qui veulent avoir à leur capital, pas que parce qu'il a de l'argent et qu'il investit, mais parce qu'il a une vraie vision stratégique, une vraie vision tech. Il s'appelle Xavier Niel et il est probablement intervenu ce matin. Microsoft qui a fait un comeback incroyable, qui était un petit peu perdu aujourd'hui, qui est connu comme une des stars de la tech aux États-Unis. Satya Nadella, il a 60 ans. Là encore. Donc, ce raccourci de dire les vieux comprennent rien, personnellement, j'y crois pas. D'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple, 2 autres exemples. Il y en a un qui est présent dans l'assistance. Alexandre, qui a monté une boîte à 53 ans, 8 ans plus tard. Il est présent dans 30 pays, il a 400 personnes. Il est 3e mondial dans son secteur de la tech, dans les télécoms, et c'est le premier indépendant par rapport à des monstres de grands groupes. Donc là encore, il n'aurait jamais pu faire ça s'il n'avait pas une vision cohérente dans la tech, et il n'aurait probablement pas pu faire ça s'il n'avait pas l'expérience qu'il a pu obtenir dans des grands groupes. D'ailleurs, il nous disait que peut-être qu'il n'aurait pas réussi à faire ça s'il n'avait pas eu ces tempes grises. Un autre exemple dans la biotech, dans la medtech, Arte Drone du groupe Truffle Capital, pour faire son IPO il y a 2 ans, ils sont allés chercher un CEO qui avait 62 ans. D'accord ? Parce que pour eux, c'était une garantie de sérieux vis-à-vis des investisseurs. On peut continuer les exemples sans limite. Quand on a 50, 55 ans, 60 ans, on est déclinant. Je vous donnerai sur le slide suivant une étude de Stanford qui est intéressante. Un autre sujet qui est assez présent en France, c'est de dire de toute façon, les vieux, à partir de 55 ans, ils sont au chômage et il y a une fake news qui circule, voire un vrai mensonge politiquement utilisé, c'est de dire un Français sur 2 est au chômage au moment du passage à la retraite. Ce chiffre, il est tout simplement faux. Il y a en France, le taux de chômage des personnes avant la retraite, il est entre 10 et 11%. Alors certes, c'est plus que le 7% du taux de chômage des Français. C'est beaucoup plus difficile de retrouver un job, surtout salarié, surtout quand on a des gros salaires et qu'on a 58 ou 59 ans. Mais c'est, by the way, beaucoup plus difficile quand on a 52 ans et dans les métiers de la première ligne. Mais effectivement, cette idée qui infuse, qui est de dire de toute façon, puisque tout le monde met les seniors, les plus de 50 ans, les plus de 55 ans au chômage, pourquoi moi est-ce que je ne le ferai pas? Eh bien, c'est pas vrai. Le taux d'emploi des 59 ans en France, il est supérieur au taux d'emploi dans le reste de l'Europe. Il n'y a que 3 pays qui font mieux, l'Allemagne, les Pays-Bas et un pays scandinave. Pourquoi est-ce que si mon salarié, il est compétent, il est performant et je suis content de l'avoir à 59 ans, il serait devenu incapable à 60 ou 61? Là encore, on est dans l'absurdité totale. Alors, je vous évoquais les seniors qui comprennent plus grand-chose. Il y a une étude de Stanford qui est sortie récemment, qui a été faite sur 39 pays. Et que nous dit cette étude de Stanford? Elle nous dit que dès lors qu'on a une utilisation significative de son cerveau, je vais simplifier, il n'y a pas de déclin cognitif
alors qu'on avait cette idée reçue là encore, et certaines études qui nous disaient « Ah, mais après 30-40 ans, il y a un déclin cognitif ». Donc, chez les cadres en particulier, alors ça, c'est effectivement une injustice, c'est moins vrai dans d'autres secteurs, mais chez les cadres et les cols blancs, la capacité, il n'y a aucun déclin cognitif entre 40 et 65 ans, d'accord, pour les personnes qui sont confrontées à des sujets. Alors, pourquoi 65 ans ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas étudié après 65 ans. Ils s'étaient arrêtés à 65 ans. Donc, on ne peut pas nous dire est-ce que ça décline à 65, 66, 67. Et là encore, on sait très bien, on voit des personnes qui sont hyperactives à 66, 67. Moi, j'ai des clients qui ont 72, 75 ans. Je peux vous assurer qu'ils sont effectivement intellectuellement bluffants. Je ne vous dis pas qu'il faut bosser jusqu'à 75 ans, loin de là. Mais là encore, ça fait partie des idées reçues. Alors, économiquement, pour une boîte, faire travailler des plus de 50 ou 55 ans ou 60 ans, alors il y a deux domaines, hein. Il y a les plus de 50 et les plus de 60. Mais par exemple, sur les plus de 60, l'exemple que je vous donnais chez RT Drone, on peut avoir un système avec du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, aujourd'hui, c'est très facile, c'est très pratiqué, hein. Il y a 30% des néo-retraités qui sont en cumul emploi-retraite. La plupart ont monté leur boîte, ils facturent des honoraires et ils sont très contents. Mais j'ai également des clients qui l'utilisent pour, alors on s'éloigne de la tech, mais pour être conducteur de camion, parce qu'il y a pénurie de conducteurs de camions. Et tous les métiers qui sont pénuriques devraient réfléchir beaucoup plus au cumul emploi-retraite. La retraite progressive, on me dit, les seniors, ils sont chers. Oui, mais d'abord, moi, je rencontre en permanence des personnes qui me disent « Mais attendez, moi, j'ai bien gagné ma vie, j'ai fait une très belle carrière ascendante. En même temps, j'en ai bavé parce que c'était vraiment un rythme incroyable que je n'ai pas envie de continuer à faire aujourd'hui, surtout post-Covid. Ma rémunération que j'avais à 50, 55 ans avec des bonus, etc., j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Et moi, si je travaille moins, si je passe au 3/5e ou au 4/5e, ça me va très bien de réduire mon salaire d'autant. Ce qui veut dire, si je passe au 3/5e, mon plus de 60 ou plus de 55, il va coûter 40% moins cher. Et comme on disait hier dans une réunion d'une entreprise qui nous disait, moi, le coût, c'est un sujet, mais ce qui m'intéresse, c'est le rendement. C'est qu'est-ce que va produire la personne. Et ça, d'ailleurs, quel que soit l'âge. Donc, la retraite progressive, c'est un outil. Depuis 3 semaines, elle est possible dès 60 ans. Donc là encore, pour moi, toutes les solutions sont mieux que le chômage, hein. Le chômage et les plans de départ, c'est les solutions les pires. Donc quand je mets ici freelance senior, comme je vous dis, beaucoup de plus de 55 ans, 58, n'ont pas forcément envie de reprendre un job salarié et se disent je vais créer ma boîte. D'ailleurs, quelques mois après, elles viennent me voir en me disant mais finalement ma vie elle est plus belle aujourd'hui que ce qu'elle pouvait être avant. Et 6 mois après, ils reviennent encore me voir en me disant mais finalement, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant d'avoir ce luxe, d'avoir ce choix. Cette demande de flexibilité dont on a pris conscience chez les moins de 30 ans, en fait, on a exactement le même symétrique chez les plus de 55 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, les boîtes ne savent pas utiliser. C'est très français, hein. Et effectivement, que ce soit sur des postes de CTO, de légal, on n'a pas forcément besoin, y compris dans une start-up, d'avoir quelqu'un full-time. Donc il y a toute une intelligence de la relation au travail qui a réinventé chez les plus de 55, et je vous assure que dans les grandes entreprises, il y a vraiment cette difficulté à rester sur des schémas. Ah ben, chez nous, il a bien monté dans sa carrière, j'ai pas de poste au-dessus à lui proposer, il coûte cher, on va négocier un départ. Non, il y a d'autres solutions qui sont quand même plus efficaces. On parlait de formation. Quand je forme quelqu'un de 25 ans, il va rester combien de temps dans ma boîte ? Regardez autour de vous. Quand je forme quelqu'un de 52 ans qui va partir à la retraite, au plus tôt à 64, peut-être après, j'ai de bonnes chances qu'il reste 12 ans dans ma boîte. Donc on sait qu'en France, le taux de formation chute de manière phénoménale après 45 et encore plus à 50 ans. En disant, de toute façon, il a plus de 50, il va bientôt s'arrêter. Non, c'est absurde. Quelqu'un de 55 ans, il a encore quasiment 10 ans à faire dans la boîte. Donc la formation, elle fait beaucoup du sens. Et quand on chiffre le coût d'un départ, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, entre éventuellement le préavis que je vais payer en disant à la personne de ne pas rester, le temps que mon chasseur de tête trouve la personne parfaite. S'il doit faire son préavis, ça fait 3 mois. Pour le former, ça va faire 3 mois. Dans mon domaine, quand je forme des développeurs IT, c'est quasiment 1 an de formation au métier
avant qu'ils aient vraiment une productivité. Donc le coût d'un départ et d'un remplacement, il est considérable. Ce n'est pas que le coût du chasseur de tête. Les mélanges, j'en ai parlé. Là encore, pour la croissance, les RH, les fonctions financières, c'est vraiment des métiers où on se bonifie avec l'âge. Et dans certaines boîtes, je peux vous assurer que je préfère avoir un RH de 58 ans qui a déjà vécu des situations compliquées qu'un RH de 28 ou 35 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas, pas bon et qu'il n'est pas performant. Et enfin, il y a tous les sujets de transmission des savoirs qui sont vrais dans certaines boîtes et beaucoup moins dans d'autres d'ailleurs. Hein. Donc, sur tous ces sujets-là, quand vous regardez objectivement, les plus de 50, plus de 55, plus de 60 ont des atouts à faire valoir. Merci Emmanuel. On va aller un peu sur le sujet RH. Je pense que vous avez compris l'articulation de notre présentation. Vous avez bien en tête le contexte que je vous ai présenté en amont. Vous avez été accompagné par Emmanuel sur la plus-value d'avoir des profils seniors au sein de sa structure. Et puis, on va finir sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire comment on peut changer le point de vue d'un service RH en changeant donc certains critères aussi de sélection. Quelque chose d'assez anodin. Toutes ces boîtes tech, je pense à un outil qu'on a proposé, qui est issu d'une collaboratrice de la French Tech, qui a créé quelque chose d'assez simple, un assistant ChatGPT. Et cet assistant, il sert à quoi? Il sert en fait à redesigner vos annonces de recherche de profil. On s'est aperçu en fait que inconsciemment, une structure qui navigue un peu dans l'écosystème startup, elle a le tutoiement facile, elle utilise un wording qui est très peu compréhensible. Donc déjà, ne serait-ce que par cette structuration de l'annonce, vous mettez un frein à une partie des personnes, et notamment les personnes de plus de 50 ans, pour postuler à certains postes. Donc déjà, c'est tous ces petits billets sur lesquels il va falloir travailler pour accompagner les services RH sur ce sujet. Les managers. Il y a un sujet sur la mixité générationnelle. Aujourd'hui, avoir 27 ans et pouvoir manager une personne de 54 ans, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi un trou dans la raquette au niveau de l'accompagnement de formation, non pas sur les plus de 50, mais davantage sur les collaborateurs, les managers qui vont être amenés à accueillir des personnes de plus de 50 ans au sein de leur structure. Valoriser aussi les différences et l'expertise. Je vais vous donner quelques exemples. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire les 3 points en un seul, c'est-à-dire valoriser les différences, la formation et l'alternance. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand on dit valoriser les différences et l'expertise, c'est Emmanuel tout à l'heure, à la fin de sa prise de parole, disait moi je préfère avoir une personne RH qui a 25, 22 ans d'expérience peut-être à une personne un peu plus junior. Oui, ça je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, les exigences de l'entreprise tech font que vous pouvez maîtriser une certaine expertise, en l'occurrence une expertise RH, mais peut-être que vous n'êtes plus équipé pour l'opérer comme ce qu'on vous le demande aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les outils digitaux, les process de production ont changé. Et ce qui fait défaut pour ces personnes de plus de 50 ans, c'est les entreprises dans lesquelles elles sont passées. Et surtout, ce qui a fait défaut pour ces personnes, c'est le fait de ne pas avoir été accompagnées sur la formation tout au long de la vie. Normalement, ces personnes auraient dû être accompagnées sur le volet digital, sur les nouveaux modes de production, sur le mode collaboratif et plein d'autres sujets. Et donc, c'est ce qui vient faire défaut. En fait, les personnes ont la vraie expertise métier, mais n'ont pas les à côté pour être amenées à travailler avec des collaborateurs qui ont une aisance sur tout ce que je viens de citer. Eh bien, nous, c'est ce que nous proposons, et il y a d'autres initiatives qui existent, mais nous, c'est ce que nous proposons. Nous proposons de comprendre comment aujourd'hui l'entreprise a des besoins de productivité. Ça passe aussi par de l'acculturation. Aujourd'hui, c'est génial de dire à des plus de 50, intéressez-vous aux entreprises de la tech. Mais quelle entreprise aujourd'hui ouvre ses portes pour comprendre quels sont les nouveaux métiers? Quelle entreprise ouvre ses portes pour comprendre tout le monde? Ici, je pense, je ne sais pas si vous étiez ici toute la journée, mais je pense qu'il y a dû avoir pléthore de sujets sur l'IA. Mais concrètement, l'IA dans le monde du travail, ça signifie quoi? Ça signifie quoi l'IA pour du marketing? Ça signifie quoi pour un service RH? Comment ça peut être utilisé? Aujourd'hui, ce manque de visibilité,
il faut lui apporter une réponse. Il faut que les entreprises de la tech jouent le jeu en accueillant des plus de 50, peut-être pas dans une première brique sur un sujet d'embauche, mais au moins sur un sujet de découverte. Et je vais vous signifier un outil qui, moi, me paraît extraordinaire, mais qui est très faiblement utilisé. C'est ce qu'on appelle la PMSMP. C'est un joli acronyme de la part de France Travail qui vous permet d'aller faire une immersion au sein d'une entreprise pour voir comment celle-ci travaille. C'est tout simplement un contrat qui va sécuriser votre immersion pendant 1 mois, maximum 2 mois, au sein d'une entreprise pour savoir quels sont les prérequis pour se lancer dans un nouveau métier. Vous avez sûrement une expertise à faire valoir. Cette expertise, elle est toujours valable au sein d'une entreprise, mais peut-être qu'on ne la nomme plus de la même façon, peut-être qu'on n'a plus la même approche, mais en tout cas, la finalité reste la même. Et alors, sur l'IA, je compléterai, il y a une étude californienne qui est sortie récemment sur l'impact sur les embauches. Et effectivement, sur les jeunes et les débuts de carrière et les débutants, y compris dans les 7 magnifiques, les GAFAM, il y a une baisse significative du nombre d'embauches parce que l'IA peut faire un certain nombre de tâches, y compris dans le coding. Et dans la même étude, il remarque que côté expérimenté, au contraire, il y a beaucoup moins de pertes d'emploi à cause de l'IA. Et moi, j'ai un grand cabinet d'avocats qui me dit, nous, on a des collaborateurs juniors qu'on ne recrute plus ou voire même dont on s'est débarrassé. Le terme n'est pas très élégant, parce que l'IA nous fait franchement le travail. En revanche, on va rechercher des avocats expérimentés, y compris à la retraite, parce qu'ils ont une capacité à analyser les hallucinations de l'IA ou à avoir un esprit critique sur ce que va nous sortir l'IA, que n'ont pas forcément les jeunes. Et là encore, on voit que l'expérience peut être, dans certains domaines, un atout. Alors, je ne dis pas que c'est une tendance qui va être généralisée et qu'il n'y aura plus de jobs pour les jeunes.